Le jour où j'ai signé l'acte de vente de la maison de ma mère, le notaire m'a tendu un stylo en me disant « Madame Fontaine, vous héritez d'un trésor ». Il parlait de la maison, bien sûr. Mais moi, ce jour-là, j'ai pensé à autre chose. J'ai pensé aux mains de ma mère qui avaient pétri la pâte à tarte sur cette table de pierre depuis 40 ans, à l'odeur de lavande qui imprégnait chaque rideau, au bruit particulier que faisait le volet de la chambre du fond quand le Mistral soufflait. Ce n'était pas un trésor immobilier, c'était ma mémoire faite de murs et de tuiles. Je m'appelle Eliane, j'ai 63 ans et je suis institutrice à la retraite depuis 2 ans. 38 ans à apprendre à lire à des enfants qui maintenant ont eux-mêmes des enfants. Quand on m'a remis ma médaille de l'éducation nationale lors de mon départ, j'ai souri, j'ai remercié et j'ai pensé « enfin le temps de vivre pour moi ». Ma mère est partie en novembre dernier, à 87 ans, paisiblement, dans son lit, comme elle avait vécu sans déranger personne. Elle m'avait laissé sa maison en Ardèche, à l'Argentière, un village perché où elle avait passé toute sa vie. Une bâtisse du 19e, pierres apparentes, jardin en terrasse, un figuier centenaire dans la cour. Ma mère ne voulait pas que la maison soit vendue. Elle me l'avait dit clairement les derniers mois. « Eliane, garde-la. C'est ton nom dans ces pierres. » J'avais une fille, Mathilde, 36 ans, enseignante comme moi, douce et directe, et un fils, Renaud non, attendez, mon fils s'appelle Gaspard. 40 ans, commercial dans une entreprise de matériaux de construction à Lyon, marié depuis 8 ans à une femme prénommée Séraphine. Séraphine est une femme organisée, extrêmement organisée. Du genre à planifier les vacances en janvier pour l'été suivant et à envoyer des tableurs Excel pour les réunions de famille. Je n'ai rien contre l'organisation. Ce que j'ai contre Séraphine, c'est autre chose. Depuis leur mariage, chaque été ressemblait à une réquisition. Ma maison de Lyon, j'avais un appartement en ville, devenait le quartier général des vacances de Séraphine et de ses sœurs. Un été, ses parents avaient séjourné 3 semaines. Une autre fois, ce sont les amis d'enfance de Séraphine qui avaient débarqué pour profiter de la piscine du réseau. Il n'y avait pas de piscine chez moi. Il y avait un jardin avec une pataugeoire gonflable qu'elles avaient achetée et laissé pourrir sur ma pelouse jusqu'en octobre. Gaspard ne voyait pas, ou ne voulait pas voir. « Maman, tu exagères. » Séraphine fait de son mieux. Elle t'apprécie vraiment. Ce « elle t'apprécie vraiment » m'a longtemps servi de somnifère. Je m'endormais avec, pour ne pas me mettre en colère. Quand ma mère est décédée et que j'ai hérité de la maison de l'Argentière, j'ai pris une décision. Cette maison-là serait différente. Cette maison-là, personne ne me la prendrait. J'ai passé le printemps à la remettre en état moi-même, enfin, avec l'aide d'un artisan du village, Monsieur Ferrière, 62 ans, des mains comme des battoirs et une discrétion absolue. Nous avons refait la plomberie de la salle de bain du haut, repeint les volets en vert sauge comme ma mère les aimait, retaillé le figuier. J'avais investi mes économies avec le sérieux que je mettais à tout, dit à 8 000 € de travaux, payés de ma retraite et de la vente de quelques meubles que je n'avais pas gardés. Cette maison méritait ce soin. Monique, mon amie de 40 ans, nous avions été collègues à l'école primaire de Vénissieux pendant 2 décennies, devait me rejoindre fin juillet. Nous avions prévu 2 semaines ensemble. De la lecture, des balades sur les chemins de randonnée, du vin local, des soirées à parler de nos vies sans avoir à baisser la voix. C'était tout ce dont j'avais envie. Le message de Gaspard est arrivé un mardi soir, début juillet. Pas un appel, un message. Comme on envoie une commande en ligne. « Maman, bonne nouvelle. Séraphine et moi avons arrangé les congés. On arrive le 14 avec ses parents, ses 2 sœurs et leur mari, et les enfants bien sûr. En tout ça fait 6 personnes. La maison de mamie est grande. Il y a 5 chambres. On se débrouillera. Séraphine a déjà prévu les menus. Elle t'enverra la liste de courses. Son père est sous anticoagulant, donc pas de pamplemousse, et sa mère ne mange pas de viande rouge. Les petits sont difficiles, mais tu gères ça mieux que nous. On reste jusqu'au 31. J'ai lu ce message 3 fois. La première fois, j'ai cru avoir mal lu. La deuxième fois, j'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine, comme quand on serre trop longtemps un stylo dans sa main. La troisième fois, j'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine, je suis allée dans le jardin et je me suis assise sous le figuier de ma mère. La nuit était tiède, les cigales avaient ralenti leur concert, et j'ai regardé les étoiles, très longtemps, avec cette clarté froide qui vient quand on comprend enfin quelque chose qu'on aurait dû comprendre depuis des années. Dick 7 jours. 6 personnes. Une liste de courses. Et pas une seule question. Pas « est-ce que tu es disponible ?» Pas « est-ce que ça t'arrange ?» Pas même « qu'est-ce que tu en penses, maman ?»
Juste. On arrive, tu gères. Les souvenirs sont venus d'eux-mêmes, comme ils viennent toujours dans ces moments-là, sans qu'on les appelle. L'été de mes 60 ans, Gaspard et Séraphine avaient voulu fêter ça en famille. J'avais cuisiné pour 20 personnes dans mon appartement lyonnais. Pas 20 personnes de ma famille, 20 personnes dont la plupart appartenaient au réseau professionnel de Séraphine. J'avais fait une terrine maison, un gigot de 7 heures, 3 tartes aux abricots. Séraphine avait reçu les compliments. Moi, j'avais lavé la vaisselle jusqu'à minuit passé, tandis qu'elle expliquait à ses collègues comment organiser une belle fête n'est pas si compliqué quand on s'y prend bien. Noël dernier, 2 mois après l'enterrement de ma mère, Gaspard avait insisté pour que le réveillon se tienne chez moi. « Maman, tu as plus de place. Et puis, tu es seule de toute façon. » Cette phrase. « Tu es seule de toute façon ?» Comme si ma solitude était une raison de réquisitionner mon appartement. Comme si être seule signifiait ne rien avoir à faire. J'étais levée à 6 heures du matin ce jour-là pour préparer le chapon. Les invités de Séraphine, une cousine, le cousin de la cousine, des gens que je ne connaissais pas étaient repartis en laissant des verres à moitié pleins sur toutes les surfaces de ma cuisine. Et Mathilde, ma fille, m'avait dit doucement, en faisant la vaisselle avec moi, « Maman, pourquoi tu les laisses faire ?» Je n'avais pas su répondre. Assise sous le figuier ce mardi soir de juillet, j'ai finalement su répondre. À moi-même en tout cas. Je l'ai laissé faire parce que j'avais peur. Peur de quoi exactement? Peur de perdre mon fils. Peur que Séraphine m'écarte définitivement de ses enfants, mes petits-fils, si je devenais difficile. Peur qu'on me colle cette étiquette que les femmes de ma génération connaissent bien. La belle-mère acariâtre, l'empêcheuse de tourner en rond. Cette peur avait un prix. Elle avait coûté ma dignité, mes week-ends, mes vacances, mon printemps de deuil après la mort de ma mère. Elle avait failli me coûter mon amitié avec Monique, qui me répétait depuis des années, avec la franchise qu'on n'a qu'après 40 ans de camaraderie. Eliane, ils ne changeront pas si tu ne changes pas. Ce soir-là, sous le figuier, j'ai changé. J'ai rappelé Monique. Il était 22 heures. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai lu le message de Gaspard. Le silence qui a suivi durait peu, être 5 secondes. Puis elle a dit, de cette voix placide qui m'avait toujours étonnée chez elle, « Bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Ce « on » m'a réchauffé quelque chose dans la poitrine. Nous avons parlé pendant 1 heure. L'idée a pris forme progressivement, comme une sauce qu'on laisse réduire doucement. Puis d'un coup, quelque chose prend. La maison de l'Argentière était inscrite sur les plateformes de location saisonnière depuis le printemps. J'avais créé le profil moi-même, avec les photos que j'avais prises lors des travaux, pour le cas où j'aurais besoin de revenus complémentaires. Je n'avais encore loué à personne, mais le profil était actif. Il me suffisait d'accepter une réservation. La famille Hartmann, je me souviens du nom parce que je l'ai cherché dans mes messages plusieurs fois, depuis avait envoyé une demande de réservation 3 semaines plus tôt. Des Alsaciens en vacances dans le sud, parents avec 2 adolescents. 2 semaines, du 12 au 26 juillet. J'avais hésité à accepter parce que Monique devait venir et je n'avais pas voulu mélanger les choses. J'ai accepté leur réservation cette nuit-là, à 23 heures passées. Confirmation immédiate. Versement des arts sur mon compte le lendemain matin, 860 €. La plateforme prenait sa commission, il me restait 720 € net pour 2 semaines, pas une fortune. Mais ce n'était pas une question d'argent. J'ai répondu au message de Gaspard le lendemain matin, après avoir bien dormi pour la première fois depuis des semaines. « Mon chéri, je suis désolée, je n'ai pas vu ton message hier soir, j'étais déjà couchée. La maison est malheureusement occupée du 12 au 26 juillet, j'ai des locataires. Je t'aurais prévenu si j'avais su que tu voulais venir. Il fallait me demander avant d'organiser quoi que ce soit. Pour fin juillet, je dois vérifier mes disponibilités. » J'ai relu ce message 4 fois avant de l'envoyer. Ni agressif, ni excessivement doux, factuel, le ton d'une propriétaire qui gère son bien. J'ai ensuite appelé Mathilde, ma fille a écouté tout le récit sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Maman, enfin !» Ce « enfin » valait toutes les médailles. Elle était dans la confidence. Elle ne viendrait pas à l'Argentière avant le 27 après les locataires quand je serais seule. Nous avions prévu quelques jours ensemble, tranquillement. C'était déjà arrêté. La réponse de Gaspard est arrivée 2 heures plus tard. « Maman, je ne comprends pas. Tu loues la maison de mamie à des inconnus ?» Séraphine avait tout préparé. Ses parents ont posé leur congé pour ça. C'est très gênant. Puis un deuxième message, quelques minutes après. « Est-ce qu'on peut en parler ?» Je n'ai pas répondu immédiatement.
J'ai d'abord arrosé mon jardin, préparé mon café, ouvert le volet vert sauge de la chambre du fond pour laisser entrer le matin. Puis j'ai répondu « Oui, bien sûr qu'on peut en parler. Appelle-moi quand tu veux. » Il a appelé dans l'heure. Sa voix avait ce mélange particulier que je lui connaissais depuis l'enfance, la légère irritation qu'il cherche à contrôler, le ton raisonnable qu'il plaque par-dessus quand il veut éviter le conflit. « Maman, je suis surpris. On pensait que la maison de mamie serait pour la famille. » « Pour la famille, oui. La maison est à moi, Gaspard. Ta grand-mère me l'a laissée pour que j'en profite. » « Bien sûr, mais nous, on est ta famille. » « Vous l'êtes. Et si tu m'avais demandé avant de poser vos congés et d'organiser le séjour de 10 à 7 personnes chez moi, nous aurions pu en discuter. Là, tu m'as envoyé un message m'annonçant votre arrivée avec une liste de régimes alimentaires. Tu ne m'as pas demandé. Tu m'as informé. Long silence. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je sais. C'est le problème. Il a tenté plusieurs angles. Les enfants qui comptaient sur ses vacances, les congés posés, l'organisation de Séraphine. Je l'ai laissé parler. J'ai attendu qu'il soit à court d'arguments. Puis j'ai dit simplement « Mon chéri, je t'aime. Mais cette maison n'est pas un hébergement gratuit. Elle représente 40 ans de vie de ta grand-mère. Et le deuil que j'ai traversé seul cet hiver, parce que vous étiez occupé. Si vous voulez venir à l'Argentière, vous me demandez. Je dis oui ou non, et on organise ensemble. Ce n'est pas plus compliqué que ça. » Nouveau silence. Est-ce que Séraphine pourrait te parler? Non. La netteté de ma réponse l'a déstabilisé plus que tout le reste. Le 12 juillet, la famille Hartmann est arrivée à l'Argentière. Monsieur Hartmann, la cinquantaine, lunettes rondes, 2 fils adolescents qui regardaient leur téléphone, a garé leur voiture devant la grille avec une précision d'ingénieur. Sa femme m'a serré la main chaleureusement. Quelle belle maison! Le figuier est magnifique. Je leur ai remis les clés, montré la maison, expliqué le fonctionnement du chauffe-eau et la particularité du volet de la chambre du fond par vent de nord. Ils étaient propres, attentifs, respectueux. Avant de partir, Madame Hartmann a demandé « Vous avez des recommandations pour les restaurants du village ?» J'ai rédigé une petite liste à la main. Elle a souri en la rangeant dans son sac. J'ai retrouvé Monique à Montélimar. Nous avions choisi un hôtel au bord du Rhône pour 5 jours, une décision prise entre nous, sans tableur Excel, sans liste de régime. Nous avons mangé des nougats sur un banc comme 2 adolescentes. Visité une cave coopérative, dormi jusqu'à 9 heures du matin. Un matin, en prenant mon café sur le balcon de l'hôtel, j'ai reçu un message de Séraphine. Le premier message direct qu'elle m'envoyait depuis des mois. « Bonjour Eliane, je voulais vous dire que nous avons finalement trouvé une location du côté de l'Ardèche verte. C'est plus cher que prévu et moins pratique, mais ça s'est arrangé. Je pense qu'il y a eu un malentendu entre Gaspard et vous sur les dates. En tout cas, je vous souhaite un bon été. » Un malentendu. J'ai relu le mot. Un malentendu, comme si Gaspard m'avait envoyé le mauvais fichier joint. Comme si la question n'était pas qu'il m'avait annoncé 6 personnes chez moi sans me demander mon avis. Je n'ai pas répondu à ce message. Monique, qui lisait par-dessus mon épaule, a dit seulement « Laisse ». J'ai laissé. Le 27 juillet, Mathilde est arrivée à l'Argentière avec une bouteille de Côte-du-Rhône et un livre de recettes de cuisine provençale qu'elle avait déniché dans une brocante. Les Hartmann avaient laissé la maison dans un état impeccable, les draps pliés, le jardin arrosé et un mot glissé sous le vase de la cuisine. « Merci pour ce séjour. Votre maison est accueillante et belle. Nous espérons revenir. » Mathilde a lu le mot et a souri. « Tu vois, nous avons passé 4 jours ensemble. Nous avons cuisiné sur la table de pierre de ma mère, avec ces vieilles casseroles que je n'avais pas voulu remplacer. Nous avons mangé sous le figuier le soir, quand la chaleur se calmait. Mathilde m'a parlé de son travail, de ses projets, d'un homme qu'elle fréquentait depuis peu. Je lui ai parlé de ma mère, des objets que j'avais trouvés dans les tiroirs en faisant le vide des lettres, des photos, une enveloppe avec mon nom dessus que ma mère avait préparée longtemps avant sa mort et dans laquelle elle avait simplement écrit « Continue à te tenir droite, ma fille ». Je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement. J'ai pleuré ce soir-là, sous le figuier, avec Mathilde qui me tenait la main sans rien dire. C'était le bon moment pour pleurer. Le bon endroit. Gaspard a rappelé mi-août. Sa voix était différente. Moins construite, moins contrôlée. Il avait l'air fatigué. Les vacances s'étaient bien passées, me dit-il, mais la location était chère, et les enfants de Séraphine avaient été difficiles. « Maman, je voulais m'excuser pour le message de juillet. Tu avais raison.
Je n'aurais pas dû t'annoncer tout ça sans te demander. Je n'ai pas dit je t'avais prévenu. Je n'ai pas dit tu vois. J'ai dit merci de me le dire, mon chéri. Est-ce qu'on peut venir te voir à l'Argentière cet automne? Juste nous deux, Séraphine et moi. Pour voir la maison. J'ai réfléchi un instant. Pas longtemps. Oui, en octobre si vous voulez. Appelez-moi pour qu'on choisisse les dates ensemble. Ensemble. D'accord. Ce mot, dans la bouche de mon fils, avait une saveur nouvelle, comme quelque chose qu'on réapprend à prononcer. Depuis cet été, là, les choses ont changé pas radicalement, pas du jour au lendemain, mais changé quand même, de cette façon douce et têtue que prennent les vraies modifications. Gaspard demande avant. Pas toujours de la bonne manière, pas toujours avec la délicatesse que j'espère, mais il demande. C'est déjà quelque chose. Séraphine ne m'a plus envoyé de liste de courses. Elle m'a envoyé, pour mon anniversaire de novembre, une boîte de calissons d'Es. Elle sait que j'aime les calissons avec une carte signée de sa main. Pas de grands discours. Juste les calissons et 3 mots. Je ne lui ai pas pardonné des années en une boîte de confiserie, mais j'ai apprécié le geste, sincèrement. La maison de l'Argentière est restée ce qu'elle était destinée à être. Mon refuge. L'endroit où je vais quand j'ai besoin d'entendre le mistral dans le figuier et de sentir l'odeur de lavande que ma mère a mise dans tous les rideaux. J'y suis allée seule en septembre, 1 semaine entière. J'ai lu, j'ai marché sur les chemins de Crète, j'ai dîné seule sur la terrasse en regardant le village s'éteindre lumière après lumière. Ce n'est pas de la solitude, c'est autre chose. C'est ce que vous trouvez quand vous arrêtez enfin de vous effacer pour que les autres se sentent à l'aise. Monique dit que j'aurais dû faire ça à 50 ans. Elle a peu être raison. Mais à 63 ans, après 38 ans à apprendre aux enfants des autres à trouver leur place, j'ai fini par trouver la mienne. C'est un peu tard, et c'est exactement à temps. Si cette histoire a résonné avec quelque chose que vous avez vécu, laissez-moi un commentaire. Dites-moi d'où vous écrivez. Dites-moi si vous avez, vous aussi, mis du temps à dire non et ce que ça a changé. Vos mots me touchent plus que vous ne le pensez. Ce que j'ai compris cet été-là, je n'aurais pas pu l'apprendre dans un livre. Pas vraiment. On peut lire 1000 fois que le respect se mérite, que les limites sont nécessaires, que s'effacer n'est pas une vertu, on le sait, quelque part, mais on ne le sait pas encore dans le corps. On ne le sait pas dans les mains qui préparent le repas pour 20 personnes à minuit, ni dans les épaules qui portent sans se plaindre parce qu'une mère ça porte, n'est-ce pas? Ce qui a changé les choses pour moi, ce n'est pas la colère. La colère, je l'avais depuis longtemps. Ce qui a changé les choses, c'est le moment sous le figuier, ce mardi soir de juillet, quand j'ai finalement regardé en face ce que je faisais depuis des années. Je donnais ma maison, mon temps, mon énergie, mes week-ends, mes deuils. Et en donnant sans condition, sans limite, sans même demander un mot de reconnaissance, j'avais appris à Gaspard que tout cela ne coûtait rien, que ma maison s'ouvrait toute seule, que mes bras se tendaient automatiquement. On n'apprend pas le respect à quelqu'un en lui offrant ce qu'il n'a pas demandé. On lui apprend que le monde est une réserve dans laquelle il peut puiser à volonté. Ce n'est pas un jugement sur mon fils. C'est une observation sur ce que l'absence de limite produit, lentement, silencieusement dans une relation. Gaspard n'est pas mauvais. Il s'était simplement habitué à une version de moi que j'avais moi-même fabriquée disponible, accommodante, jamais vraiment là pour elle-même. Quand j'ai changé cette version, il a été déstabilisé. Pas parce qu'il était cruel, parce qu'il ne m'avait jamais vu autrement. L'intelligence dans tout ça, c'était de ne pas répondre à la provocation par la provocation. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas envoyé un long message accusateur. J'ai simplement agi avec calme et méthode dans le cadre de ce qui m'appartenait. La maison était à moi. La décision était à moi. La famille Hartmann avait les clés et c'était parfaitement légal, parfaitement honnête. Il n'y avait rien à reprocher, rien à négocier. Le courage, lui, ne ressemblait pas à ce que j'imaginais. Je croyais que dire non serait violent, bruyant, douloureux. Ça l'a été un peu. Oui, le silence de Gaspard au téléphone avait un poids. Mais ce poids-là était supportable. Il était infiniment plus léger que 20 ans de repas préparés dans l'invisibilité. Et la bonté, parce que je crois à la bonté, pas comme à une faiblesse, mais comme à une forme d'exigence, la bonté n'était pas de tout accepter. Elle était de laisser à mon fils la possibilité de grandir. Les excuses qu'il m'a présentées en août, je ne les aurais jamais reçues si j'avais encore dit oui. En me faisant respecter, je lui ai offert l'occasion d'être quelqu'un de mieux. Ce n'est pas toujours ainsi que ça se termine. Je le sais. Certaines d'entre vous m'écriront que leur fils n'a pas rappelé,
que la belle-fille n'a envoyé aucune boîte de calisson, que le silence a duré. Je ne prétends pas que poser des limites répare tout, mais je crois, au fond de moi, que se respecter soi-même est le seul point de départ possible. Le reste appartient aux autres à leur propre chemin, à leur propre choix. La maison de ma mère est toujours là, avec son figuier et ses volets verts. Et moi, j'y suis chez moi.